Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h aujourd'hui du 28 avril 2015. Ça vous est peut-être déjà arrivé, vous êtes lycéen dans une filière professionnelle, vous recherchez un stage et vous avez du mal à en trouver et c'est peut-être à cause d'une discrimination. Eh bien l'étude dont on va vous parler ce soir qui a été menée par l'association Tissé Métis va sans doute vous intéresser, elle est riche en enseignements. Petite scène de la vie quotidienne, vous allez chez votre boulanger, vous lui demandez une baguette et il vous répond ça fera un sonnante. Une sonnante même, je me suis trompée, une sonnante. Et ceci n'est pas de la science-fiction, c'est bientôt de la réalité, c'est d'ores et déjà de la réalité concrète et trébuchante. C'est la nouvelle monnaie locale de Nantes, la sonnante. Voilà, il va falloir vous y habituer vous aussi, la sonnante, qui a été lancée aujourd'hui. Et on va vous dire avec nos invités comment ça marche et à quoi ça sert. Nos invités qui sont Pascal Bolo et le boucher Ange Leduc qui participent à cette opération. Dans 2-3 jours, vous allez en voir partout, vous allez en flairer partout. Ce sont bien sûr des brins de muguet, puisque nous sommes bientôt le 1er mai. Et c'est de cette fleur à clochette dont va nous parler ce soir notre chroniqueur Romaric du Jardin des Plantes. Voilà le programme de notre émission qui démarre tout de suite après la virgule. Vous connaissez Tissé Métis, mais vous connaissez peut-être plus le rendez-vous festif et citoyen de la fin d'année qui a souvent lieu à la Cité des Congrès depuis pas mal d'années déjà. Eh bien, c'est une association qui est aussi active le reste de l'année sur d'autres domaines. On avait déjà parlé sur ce plateau aussi de leur action en ce qui concerne la parentalité et l'interculturalité. Et ce soir, on va parler de discrimination avec nos invités. Cyril Prévost, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez l'association Tissé Métis et vous êtes avec Jeannette Terrazas, si je le prononce bien, doctorante à l'Université de Nantes et qui a conduit cette étude justement dont on va parler, puisque vous avez présenté donc ce matin les résultats d'une étude très spécifique portant sur la discrimination perçue chez les jeunes en lycée professionnel en recherche de stage. Alors, c'est vraiment un objet très précis. Absolument. Donc la première question, c'est celle-là. Pourquoi Tissé Métis a voulu lancer cette étude déjà, une étude même, et pourquoi sur ce thème en particulier ? Mais c'est très simple. Traditionnellement, Tissé Métis est issu, on va dire, du monde du travail à Nantes. On s'est créé grâce à l'implication d'élus de comités d'entreprise. On a travaillé, c'est un des premiers dossiers sur la question des discriminations à l'emploi. Et dans la foulée, la question des discriminations au stage, sur laquelle on travaille depuis 2 ans. On s'est associé, puisqu'on ne pouvait pas mener seul cette étude, on s'est associé à l'Université de Nantes, en particulier à l'équipe de recherche du laboratoire de psychologie des Pays de la Loire, et donc qui est dirigée par M. Ndobo. Et dont Jeannette, ici présente, et, en tant que doctorante, a mené cette étude avec quelques-uns de ses collègues du laboratoire. Étude d'ailleurs qui, je le dis en passage, a pu se réaliser grâce aussi au soutien financier de la ville de Nantes et du conseil régional des Pays de la Loire. Et une étude qui est une première à Nantes. Si des pareilles études existaient peut-être dans d'autres villes, c'est la première fois qu'elle est conduite à Nantes sur un tel échantillon et avec un tel champ d'observation, disons. Tout à fait. C'est la première fois qu'on fait une étude de cette ampleur à Nantes. Effectivement, il y a des études sur les discriminations qui ont été conduites dans d'autres villes et aussi dans d'autres domaines, pas seulement la psychologie. Et cette année, lorsqu'on a décidé de travailler sur cette recherche, on a voulu aussi axer la thématique des discriminations et surtout quels sont les effets de cette situation de discrimination chez les gens, et quels sont les effets psychologiques à long terme que celle-ci peut produire et comment les gens font face justement à ce type de situation. Oui, ce qu'on l'a dit, c'était conduit aussi dans le cadre d'un laboratoire de psychologie. Donc c'est aussi ce ressort qui est intéressant. Sur quand même quelques chiffres qui ressortent de cette étude. Donc rappelez déjà qu'il y a 875 jeunes qui ont été interrogés, issus de l'agglomération nantaise et qui font partie de 6 lycées professionnels de l'agglomération nantaise. Autant de filles que de garçons. Le principal enseignement quand même, c'est que oui, les jeunes d'origine étrangère se sentent plus discriminés à 20%. Ils se disent discriminés à l'heure de rechercher un stage en raison de la couleur de peau, du nom ou de la religion. C'est le principal enseignement de l'étude. Parmi des autres résultats qu'on a trouvés, effectivement, on a trouvé que la discrimination est présente aussi et considérée comme un obstacle lors de la recherche des stages. Il y a d'autres obstacles qui ont été mis en avant, mais lorsqu'on parle de la discrimination, effectivement, et on regarde qu'est-ce qui se passe avec les jeunes qui ont une origine étrangère et une origine française, on voit qu'il y a des différences dans les réponses qui sont portées, y compris dans les pourcentages dont ils se disent touchés. Vous l'avez bien indiqué, pour les jeunes d'origine étrangère, il y a
41%, alors que pour les jeunes d'origine française, il y a 31% des jeunes qui Alors ça, disent... ces chiffres-là, oui, c'est un peu différent de ce que j'ai dit. C'est 41% qui pensent qu'il y a une discrimination ou qui en ont entendu parler, mais pas forcément pour eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Tandis qu'il y a 20% de jeunes d'origine étrangère qui sont discriminés et qui se sont sentis discriminés eux-mêmes en situation de recherche de stage. C'est ça. Alors, en sachant que dans ce panel aussi, vous avez tâché d'être représentatif, et puisqu'il y avait déjà 23% des jeunes qui ont été interrogés, donc des 875 jeunes, qui ont un parent au moins d'origine étrangère, ce qui est assez représentatif de la jeunesse française. Tout à fait. Tout à fait, parce que quand on regarde les données qui ont été mises en avance par l'INSEE concernant la date de naissance des jeunes dans les années 98, on constate que la proportion en comparaison avec l'échantillonnage que nous on a eu lors de notre étude est semblable. On est entre 23% dans la population française, si vous voulez, et 25% dans notre échantillonnage. Donc c'est assez la répartition est assez représentative. Oui. Alors en sachant qu'il y a quand même un sentiment aussi de discrimination qui peut être ressenti par les jeunes d'origine française, évidemment dans des proportions moindres, là ça concerne 5%, et pour des motifs complètement différents. Du coup. Oui, c'est ça aussi qu'on aimerait bien relever, c'est que effectivement, il y a une partie des jeunes d'origine française qui disent avoir été aussi victimes de discrimination, mais les raisons qu'ils citent ne sont pas les mêmes qui sont citées par les jeunes d'origine étrangère. Dans l'occurrence, on voit que les gens d'origine française, ils disent avoir subi des discriminations, oui, seulement 5% à l'intérieur de cette population, et les raisons évoquées, prioritairement, c'est l'apparence physique, l'âge et la filière d'études. Alors que quand on regarde les raisons évoquées par les gens d'origine étrangère, on voit que c'est la couleur de peau, les noms et la religion qui sont évoqués en prioritaire. Alors, ce chiffre de 20% dont on a parlé des jeunes d'origine étrangère qui se sont sentis discriminés, notamment lors d'un entretien pour un stage, il vous paraît énorme? C'est toujours énorme, ces chiffres-là? C'est toujours trop, on va dire, par rapport aux jeunes gens qui se sentent discriminés. Il y a quelque chose qui est presque plus admissible aujourd'hui, quelque part. Et en même temps, c'est un fait, c'est-à-dire qu'il y a une réalité de la discrimination. Nous, en tant qu'association Tissé Métis, on lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a lancé cette étude aussi, pour avoir un regard objectif. Et parce que vous aviez des échos peut-être? Est-ce que c'est des choses que vous en ressentiez bien aussi sûr. sur Et puis le même terrain? nous-mêmes, à l'interne de Tissé Métis, on a beaucoup de stagiaires. Moi, pendant quelques temps, j'ai eu une filière avec des jeunes hommes noirs, voilà, et on favorisait leur venue dans notre structure pour faire un stage. Donc voilà, maintenant cette étude, elle est aussi pour rebondir, pour agir. Mais c'est ça, quelle suite vous pouvez y donner? Parce que voilà, on a le constat, on a la photographie. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait après? Après, c'est à nous de nous mettre au travail. On est aussi à la recherche de partenaires supplémentaires, c'est très important, de l'éducation nationale, des entreprises, etc., qui vont venir nous rejoindre. On les invite dès aujourd'hui à venir nous rejoindre sur notre groupe de travail et d'essayer de constituer ensemble, en appui avec l'étude qui vient d'être réalisée, qui va se poursuivre aussi quelque part dans ces analyses, de venir nous rejoindre pour mettre en action tout ça et de se mobiliser collectivement, puisque nous seuls, Tissé Métis, on ne pourrait pas produire grand-chose. Vous n'avez pas changé le monde, hélas. Mais bon, en tout cas, avec une petite goutte, c'est la stratégie du colibri, en effet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous faire part de ces résultats de cette étude. Et puis, il y a plus d'infos sur le site de Tissé Métis. Évidemment, on peut retrouver des infos sur cette étude et puis sur les événements à venir. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. Et tout de suite, nous allons vous parler de la monnaie locale qui s'appelle Sonnante. Et Sonnante, c'est parti. C'est ce que dit d'ailleurs la propagande que j'ai autour de moi. Sonnante, c'est la monnaie locale de Nantes et d'alentour. On va y revenir. Elle était très attendue, puisque c'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parle. Elle est attendue avec impatience et aussi avec perplexité, puisqu'on se demande un petit peu ce qui se cache derrière. Ça suscite pas mal d'interrogations qu'on va essayer d'aborder ce soir et auxquelles on va essayer de répondre au maximum, évidemment, avec nos invités. Pascal Bollot, bonsoir. Bonsoir. Et Ange Leduc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes boucher dans le quartier Bouffay, à Nantes. Et vous êtes adhérent de Sonnante. Bientôt, on pourra venir acheter vos fameuses saucisses au muscadet. Je suis inscrit. Vous êtes inscrit, on pourra les acheter en Sonnante. Et donc vous, Pascal Bollot, vous êtes... Je suis amateur de saucisses vous au êtes muscadet. amateur de saucisses au muscadet. On plaisantait là-dessus tout à l'heure en coulisses, c'est pour ça, mais c'est véridique, en tout cas, de part et d'autre. Vous êtes donc adjoint au maire de Nantes en charge des finances, et c'est vrai que c'est vous qui portez ce projet depuis de nombreuses
années. En quelques mots, la sonnante, on dit bien la sonnante. Oui, c'est plutôt la sonnante. La sonnante. Ça vaut 1 €. Oui. C'est pas des billets, c'est que du virtuel. Ouais, que du numérique. On peut acheter, on peut être payé en sonnante, hein, comme on le verra aussi avec Monsieur le Duc, et on peut même être rémunéré si on le souhaite. Ça se passe à Nantes et un petit peu autour. Ça a été lancé officiellement ce matin, je le disais. Pourquoi, à la base, on décide de lancer une monnaie locale? C'est quoi l'intention de base? L'intention de base, c'est de développer l'économie du territoire nantais, de développer la croissance économique du territoire, de développer les échanges, de développer les liens entre acteurs économiques du territoire, et donc de favoriser l'emploi, parce qu'au bout du compte, la croissance, c'est quand même de l'emploi, et de favoriser aussi l'innovation dans l'agglomération nantaise, l'attractivité de l'agglomération nantaise, et les liens entre ses habitants. Donc on a là un système qui, au début, a été pensé en réponse à la crise économique de 2008, de 2011, où on a vu que le système monétaire fonctionnait mal. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, collectivités locales? Et on a dit, on peut faire une monnaie complémentaire. On prête beaucoup de vertus du coup à cette monnaie locale, c'est ce qu'on voit. On va voir ça aussi point par point. Répondre à la crise, ça en fait partie aussi. On sait qu'il y a beaucoup de monnaies locales qui se sont développées en France et puis ailleurs dans le monde en réponse à la crise. En quoi la monnaie locale, c'est une alternative justement à une finance un petit peu débridée, à de la spéculation effrénée? En quoi c'est une alternative? Alors, aujourd'hui, plus de 95% des échanges monétaires dans le monde sont purement spéculatifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun rapport avec des échanges de biens ou de services. Avec l'économie réelle. Avec l'économie réelle. Alors que la monnaie complémentaire locale, et j'insiste sur le mot complémentaire, il ne s'agit pas de mettre l'euro au rencard, bien au contraire. La monnaie complémentaire locale va être exclusivement consacrée à l'économie réelle et exclusivement consacrée à l'économie réelle du territoire métropolitain. Et les entreprises pourront échanger entre elles en sonnante, les particuliers pourront acheter en sonnante, dans les commerçants comme Monsieur Duduc, adhérents au système, et ils auront tous et toutes l'assurance que cet argent, parce que c'en est quand même, cette monnaie restera sur le territoire de l'agglomération nantaise et donc permettra son développement spécifique. Et nous avons eu cette idée lorsque nous avons constaté, et ce qu'on voit encore tous les jours, une entreprise peut très bien être tout à fait en bonne santé, très bien avoir des clients, être compétitive, avoir un bon produit. Mais à un moment, elle ne peut plus payer ses fournisseurs parce qu'elle a un client qui ne l'a pas payé à l'échéance prévue ou qu'elle est victime de la pratique du paiement à 30, 60 jours et qu'elle se trouve coincée par un problème de trésorerie. Ou de liquidité, c'est et ça. Donc de liquidité, autrement dit de liquidité. Eh bien, tout ce que les opérateurs économiques feront comme échange libellé en sonnante échappera à cette question et à ce souci de la liquidité et de la trésorerie. Et donc, dès lors que ça fluidifie les échanges, dès lors que ça les booste, que ça les accélère, eh ben, ça participe à la création de richesses, ça participe à la croissance, et ça participe en plus au lien entre les acteurs économiques nantais, à ce sentiment qu'à Nantes, on a une capacité collaborative, coopérative qui est supérieure aux autres territoires. Une forme de solidarité aussi, une forme de solidarité entre les commerçants, territoriale, les entreprises. Une forme de solidarité territoriale, et on pense que c'est à Nantes qu'un système comme ça peut marcher. On joue collectif à Nantes. On joue collectif à Nantes. Monsieur le Duc, vous faites partie donc, des premiers adhérents. Voilà. Il y a 150 adhérents à Sonnante pour le moment. En ce premier jour, avec 80 particuliers, puis après des entreprises, des associations et des commerces comme le vôtre. Pour vous, c'est quoi l'avantage de participer à cette aventure de Sonnante, de pouvoir être également payé en Sonnante dans votre commerce? Quand j'ai vu le Sonnante arriver, je me suis dit, tiens, c'est quelque chose qui bouge. J'avais vu Lusco, j'avais vu dans le Pays Basque. En Suisse et tout, et je me suis intéressé, je suis allé voir sur le site et tout ça, et quand la jeune femme est venue me voir, je lui ai dit ok, moi j'y crois, parce que je crois justement à ce partage, à ces circuits courts, et moi je pense qu'il y a quelque chose dans ce sens-là à voir, quoi. Alors concrètement, pour vous devez aussi adhérer, on doit adhérer comme quand on est un consommateur, on doit aussi ouvrir un compte auprès du Crédit Municipal. C'est fait, vous devez aussi adhérer. Est-ce que ça complexifie pas les choses aussi, parce que vous avez deux caisses maintenant, la caisse en euros, la caisse en sonnante. En fin de compte, il y a juste une petite manipulation que les services techniques font sur le TPE, et ça marche. Le terminal de paiement électronique. Et en fin de compte, c'est tout simple, c'est pas compliqué du tout, et j'ai regardé un petit peu même pour la comptabilité, on
peut le basculer aussi bien de l'euro. Non, c'est très facile. Hein. Alors, en quoi, finalement, le Sonante va permettre de développer plus l'économie locale? Parce que déjà, avec des euros, on peut le faire. Par exemple, on peut faire partie d'une AMAP en euros. On peut privilégier ses commerces de proximité en euros. C'est plus une philosophie de consommateur que liée à une monnaie. Alors, deux réponses à cela. D'abord, l'euro, quand vous le dépensez, ensuite, où est-ce qu'il va, à quoi il sert, vous n'en savez rien. Alors, généralement, ça ne vous empêche pas de dormir, il faut bien le dire. Mais si vous avez un sentiment de citoyenneté économique au regard du territoire nantais, et si vous voulez que l'argent de votre consommation soit réinvesti dans le territoire et dans l'économie locale, dans les circuits courts, comme le disait M. Leduc, eh ben vous ferez ce choix d'utiliser préférentiellement Sonante. Et puis, l'euro, c'est la monnaie officielle, elle a des fonctions que n'a pas Sonante. Elle a une fonction de réserve pour les États, pour la Banque Centrale Européenne. Elle a aussi une fonction d'épargne, de thésaurisation. Ce qu'on ne peut pas faire avec du Sonante. Ce qu'on ne peut pas faire avec Sonante, parce que Sonante est une monnaie qui est faite pour être dépensée le plus vite possible, parce qu'en économie, c'est la rapidité de la circulation monétaire qui va aider à la création de richesses. Et donc, l'euro reste indispensable. D'abord parce qu'on ne va pas se replier sur nous-mêmes. Ce serait absurde, ce serait le contraire de Nantes que de se replier sur soi. En revanche, dire qu'on utilise Sonante pour les échanges dans l'agglomération nantaise, ça veut dire qu'on peut réserver les euros pour d'autres fonctions. Les fonctions d'ouverture de l'économie vers l'extérieur, les fonctions d'épargne que Sonante n'est pas faite pour résoudre. Et donc, on a ainsi une complémentarité, et c'est bien une monnaie complémentaire, entre l'utilisation du système Sonante et l'utilisation de l'euro. Alors, on voit bien, comme vous l'avez dit aussi, ce sont des gens qui ont peut-être une conscience par rapport à leurs achats, par rapport à la façon dont la monnaie circule également. Comment on fait pour convaincre à peu près tout le monde? Parce que c'est vrai que ça pourrait paraître à tout un chacun un peu compliqué quand même aussi, Sonante. Il faut ouvrir un compte, on va avoir une carte en plus, on va pouvoir faire ses achats, mais pas partout. Ça peut paraître quand même compliqué. Comment convaincre que c'est pas si compliqué? Eh ben, il suffit d'aller sur sonante.fr et vous verrez que c'est tout simple, comme M. Leduc vous l'a dit. On peut ouvrir un compte. Il y a 2 documents pour un particulier à envoyer. Le scan de sa pièce d'identité et un justificatif de domicile. Point barre. Rien d'autre à faire. Et quelques jours après, vous recevez à la maison une petite carte rouge, qui est la carte Sonante. Et quelques jours plus tard, vous recevrez un email vous donnant le code secret confidentiel et la liste de cette carte. Et vous irez sur partenaires. Sonante, vous aurez l'annuaire de toutes les entreprises adhérentes. Et donc, nul doute que entre la possibilité de faire des virements directs par Internet, parce qu'on pourra échanger directement sur la plateforme Internet, et puis la possibilité de payer par carte dans le terminal de paiement habituel du commerçant, c'est très facile à utiliser. Alors, vous avez quand même quelques objectifs à terme, en termes d'entreprises adhérentes aussi, de particuliers adhérents. C'est quoi ces objectifs? Alors, ces objectifs, c'est au regard de ce qui se fait dans d'autres territoires qui ont des monnaies complémentaires qui ont réussi, si j'ose dire, comme le VIR en Suisse, qui est le plus ancien, qui est un peu l'ancêtre, qui est le modèle de tous. Si nous pouvions arriver à avoir 10% des entreprises nantaises, au sens de l'agglomération, adhérentes, ça fait 3 000 d'ici 3 ans, ça ferait à peu près 3 000. Et puis plusieurs milliers de particuliers en plus, nous aurions déjà un volume de transactions et un volume d'échanges qui serait significatif. Et on pourrait dire à ce moment-là, oui, Sonante est bien un booster de l'économie locale. Oui, Sonante a un effet positif sur l'économie locale au sens du produit intérieur brut, mais aussi sur l'économie locale au sens des échanges à l'intérieur de la métropole, au sens du lien social qui est créé et au sens des solidarités qui sont créées. Eh ben, on souhaite longue vie à Sonante et on espère que tout le monde aura bientôt sa petite carte rouge aussi dans son porte-monnaie. En tout cas, si vous voulez en savoir encore plus aussi sur Sonante, sachez que Télé Nantes va diffuser à partir de vendredi ce qu'on appelle la Minute Sonante, des exemples aussi assez concrets de l'utilisation de cette monnaie. Et le premier épisode, c'est le 1er mai à 19h. Il y en aura 12 en tout, un par semaine, pour mieux comprendre l'utilisation de cette nouvelle monnaie locale complémentaire. Et on va finir avec notre chroniqueur Romaric qui nous rejoint tout de suite pour nous parler du muguet cette saison. Ah bah oui, surtout si c'est... Combien de sonnantes pour un brin de muguet, Romaric? J'avais pensé une autre transition, parce que je ne savais pas qu'on allait être aussi bien je vous réserve des surprises. Peut-être une question
pour Monsieur Bolo. Attention, C'est question pour un Le champion. sonnante, j'ai vu qu'il était rouge. Ouais, la sonnante, attention. La sonnante. La sonnante, oui. Et si vous savez qu'avant, au 1er mai, quand on appelait ça encore la fête des travailleurs, les fleurs qui étaient portées, elles étaient rouges. Ah oui. Et du lesquelles coup, étaient-elles? Lesquelles étaient-elles? C'est une sorte de rosier sauvage. Et c'est un certain Maréchal Pétain Encore qui a lui. dit que ça faisait un peu moins travailleur et qui a changé le nom en fête du travail pour plus mettre le mot travailleur et qui a changé la couleur de la fleur. C'est encore lui. Hein. Il paraît que c'est de sa faute Mais si la oui. Loire-Atlantique n'est pas en Bretagne aussi. Alors, il a plein de responsabilités, ce monsieur. En tout cas. Vous allez sur des domaines Ah, hasardeux. c'est là. glissant, c'est glissant. On va parler donc J'entends, de rouge. fleurs blanches, même si la saison, c'est plutôt la fleur jaune. Enfin, on vient de quitter la fleur Voilà, jaune, c'est hein, c'est ça. ça? Oh, Anne-Lise, dis donc. J'ai bien appris ma Ah, c'est leçon. bien. Effectivement, dans la nature, les fleurs, en fait, quand on regarde dans les champs, en ce moment, on voit la fin du colza, on voit que les fleurs, elles sont par couleur, c'est-à-dire qu'en début de printemps, on a plutôt les fleurs jaunes, et là, on arrive effectivement à la fin des fleurs jaunes, les choux, les colzas, tout ça, sont en train de... Enfin, ils sont quasiment au maximum, ils vont du coup chuter, et on a les aubépines, en plus, c'est... Pour un amateur de gastronomie, on est dans ce qui sent bon, les pâquerettes, la consoude, les monnaies du pape. Il n'y a pas de... Ouais, non, on va il n'y a pas de rapport. pas tergiverser ça. Sinon, La sonnante. Ça tombe bien, mais voilà. je vais en laisser quelques-unes. Voilà. On est dans les fleurs blanches et effectivement, celle qui est la plus connue actuellement, c'est bien évidemment Eh oui, le muguet. petit muguet. Voilà. Qui est très produit chez nous, qui plus est. Exactement. Donc, j'imagine que vous avez presque fait un reportage là-dessus. Donc, Oui, bon, oui, il y a voilà. quelques années même. On a des images en effet d'exploitation de muguet. On va les voir, mais oui, on va les voir, faut juste patienter. Ouais. Voilà. Et donc du coup, effectivement, j'ai pas les chiffres exacts pour l'économie locale, mais en gros, on doit avoir 80% du muguet français qui est produit autour de Nantes. Et je crois, avec seulement, enfin pas seulement, mais je crois que c'est une dizaine ou une douzaine de producteurs qui assurent 80% de ces 80%. Et c'est un des seuls jours aussi où on a le droit de le vendre, on a le droit de vendre sur la place publique sans faire aucune déclaration. Et ça, c'était pas le maréchal Pétain, cette fois, c'est un ami de Robespierre qui a fait ça, qui lui a demandé l'autorisation. Et du coup, c'est grâce à lui. Mais pourquoi c'est sinon 1er mai muguet? Voilà, Enfin, c'est quoi le ça. rapport? Ça, c'est une bonne question. Bah, déjà, c'est une belle fleur. Ça, c'est vrai. Ah, mais- L'argument esthétique compte Déjà, également. Et donc, en fait, il y a plein d'histoires qui traînent, y compris des histoires nantaises avec Aimé Delru. Mais en fait, comme elle est belle, déjà, on note que les Égyptiens, ils s'en servaient. On voit que dans l'Antiquité grecque, il y a des histoires. Apollon, il en a mis pour que les muses marchent dessus. Charles IX, il s'en est fait offrir. Enfin, en gros... Je ne voudrais pas casser la grande mythologie, hein, mais c'est la belle fleur qui a à ce moment-là. Enfin, c'est une des belles fleurs qui a à ce moment-là. Et c'est plus facile de faire ça là que si on voulait faire avec des colchiques en octobre et faire ça pour la fête du 1er mai, on aurait des problèmes d'approvisionnement. Quoi. Donc esthétique, mais avant tout pratique. Voilà, Hein, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, La saisonnalité, c'est important. Voilà. on fait du local. Quoi. C'est-à-dire que, Circuit court et de saison. Voilà, c'est ça exactement. qu'on veut. C'est-à-dire qu'en gros, le 1er mai, c'est un peu le début du printemps. Enfin, c'est vraiment le moment où c'est la grande apothéose. Et dans les Cibois, on voyait cette petite fleur qui est fragile, blanche. Donc, si on le met à la sauce chrétienne, c'est les larmes de la Vierge qui font ces petites gouttes blanches qui étaient, voilà. Bon, chacun l'a un peu mis à sa sauce, mais c'est surtout qu'elle poussait bien le 1er mai. Et du coup, on pouvait la mettre. Ça n'a pas de rapport avec le travail, quoi. Non, du coup, c'est que la fête du travail était à ce moment-là, Ouais, voilà, en fait. les deux se Et sont rencontrés. voilà, les deux sont rencontrés. Je te dis même jusqu'en Romaric est un destructeur de mythologie. C'est ça, à chaque fois, à chaque fois. Non, ça, je veux dire, jusqu'à 41, je crois, ou 42, donc le maréchal Pétain change, c'était une fleur d'églantien rouge. Donc, Oui. non, c'est On vraiment... ne revenons pas sur ce sujet-là. Hein. Mais par contre, alors le muguet, il est beau, il est pratique, tout ça, mais il peut être toxique. Exactement. Alors, c'est assez connu. Il y a deux choses qui sont toxiques. Il y a un truc qui s'appelle les saponosides, puis un autre, les hétérosides. Mais en gros, la première partie fait vomir, la deuxième fait une crise cardiaque. Mais comme dans la nature, c'est bien fait. Ah ben, c'est important. C'est pas réjouissant. Hein. Mais comme dans la nature, c'est bien fait. Ça fait d'abord vomir avant d'avoir la crise cardiaque. Donc, normalement, quand, entre guillemets, tout se passe bien, on en avale un peu, on le rejette et du coup, on n'est pas mort. Et il y a quelques accidents. Ça se passe aussi, on mange du muguet? Ouais, si tu manges les fleurs, la tige, la feuille, tout est toxique, la racine, ça. Donc, c'est un peu médicinal, mais c'est pour ça qu'on en fait rien d'autre, c'est vraiment dangereux. Et un des dangers qui existe un petit peu, c'est-à-dire que quand il est dans un beau petit soliflore, vous savez, un petit vase à une fleur qui ressemble à un verre, hop, la maman ou le papa dit, oh, ben, elles sont un peu fanées, je les enlève, je les mets dans la poubelle. Oublie d'enlever le verre avec l'eau, l'enfant passe derrière, fait tiens, un verre avec de l'eau, bois l'eau, et c'est là qu'il y a les accidents qui arrivent.
Mais rassurons-nous, il n'y a eu aucun mort ces dernières années. Oui, parce que sinon on va faire chuter le commerce du muguet. Là. Il n'y a pas eu de mort. Oui, je rappelle quand même à Romaric que pour l'économie nantaise, c'est pas rien. Oui, voilà. Le muguet, donc on va pas tout planter là. Il faut faire attention, mais justement, surtout que c'est rien, puisqu'il y a une autre plante. Il y a pire. J'ai vérifié, il y a une plante qui a fait 6 millions de morts l'année dernière. Laquelle ? L'algue verte, non, c'est pas une plante. Tu la connais, Annelise. C'est vrai ? Tu la pratiques même presque. Il reste 20 secondes, alors on va pas faire du cuisine. Alors, c'est trop Jean-Nico longtemps. qui l'a amené, du coup on l'appelle Nicotiana, et c'est le tabac. Ah bah oui. Donc s'il y a une plante qui est dangereuse, bah oui, c'est le tabac. Donc le muguet, franchement, aucun problème. Peut-être Annelise la fume, mais effectivement. Exactement, c'est ça. Merci beaucoup, Romaric, pour toutes ce qu'on a appris et ces mises en garde, évidemment. Merci aussi à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis.